Merci, je ne sais pas si je vais répondre vraiment à cette question, mais je vais essayer du moins. Droite-gauche, vous êtes trop jeune peut-être pour avoir encore en mémoire le sketch de Thierry Leluron moquant François Mitterrand, c'était sur le terrain économique, gauche-droite, droite-gauche, on coupe au montage, disait-il. Il s'agissait de mettre en évidence sa prétendue incompréhension des problèmes économiques. Je suis particulièrement servi par l'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, cette nécessité de définir droite et gauche s'impose. Il faudrait quasiment qu'avant de prendre la parole, chaque homme politique dise exactement ce qu'il entend mettre par la référence qu'il fait soit à la droite, soit à la gauche. Et vous allez voir que c'est le résultat tout à la fois d'une évolution intérieure du pays, mais en même temps de la transformation du cadre international dans lequel la France est obligée de vivre. Et pour essayer d'être le plus clair possible, je distinguerai d'une part l'évolution politique, en quoi être un homme de droite ou un homme de gauche distingue deux personnes sur le terrain politique, avant de m'intéresser à la question économique, où là les choses sont assez sensiblement différentes, mais me semble-t-il, à l'heure actuelle, là, en ce début d'année 2015, au moins tout aussi confuse. D'abord, d'où vient cette qualification de droite et de gauche que vous remarquerez, nous appliquons également aux pays étrangers dans lesquels elle n'a rigoureusement aucun sens. Barack Obama, pour un homme du Tea Party, est un trotskiste révolutionnaire, alors que pour nombre de Français, c'est à peine un centriste. Donc il faut faire très attention quand vous transférez les deux étiquettes sur des mondes politiques de pays étrangers, ça perd encore plus de sens. L'origine du partage du monde politique entre la droite et la gauche remonte à la Révolution française. Il faut remonter à l'année 1790, lorsque les constituants sont en train de rédiger la Constitution qui va normalement, dans leur esprit, régir ad vitam aeternam la monarchie constitutionnelle que la prise de la Bastille permet de mettre en place. Le sujet qui est en débat le jour où cette bipartition droite-gauche apparaît, c'est la question du veto royal. Lorsque on élabore la Constitution, qui va faire la loi? C'est une assemblée ou plusieurs assemblées, il va falloir en débattre, il va falloir trancher, et qui va promulguer la loi? C'est le chef du pouvoir exécutif. Dans l'esprit de tout le monde, il est évidemment acquis que le chef du pouvoir exécutif, c'est le roi. Est-ce que la souveraineté du peuple doit s'imposer au roi, ou est-ce que l'autorité du roi est supérieure à la souveraineté du peuple? Et derrière, vous avez la question du veto, qui n'est pas propre à la monarchie. Je vous rappelle que le président des États-Unis dispose d'un droit de veto s'il est en désaccord avec une loi que lui a soumise pour promulgation le Congrès. Mais si le Congrès revote dans des conditions bien précises de majorité qualifiée cette loi, le veto présidentiel tombe et par conséquent la souveraineté revient bien au peuple. Et pour une raison de commodité, puisqu'il y a discussion dans l'Assemblée, désaccord, le président de séance demande, pour pouvoir rapidement savoir où se situe la majorité, que ceux qui sont en faveur du veto se mettent sur sa droite, que ceux qui sont contre le veto se mettent sur sa gauche. Se retrouvent donc à la droite du président les hommes qui défendent plutôt l'hypothèse d'un exécutif fort, puisqu'il doit avoir le pas sur la volonté populaire, dont pourtant la Révolution est en train d'annoncer que la souveraineté réside entre les mains du peuple, et se retrouvent sur sa gauche ceux qui pensent que le peuple est souverain, et que dès lors que le peuple a décidé, l'exécutif doit s'incliner et appliquer la décision prise. Je vous ferai grâce des 10 années de révolution et d'empire, et la France entre après Waterloo dans une période extraordinairement tourmentée dont elle ne sortira qu'en 1945, qui est de savoir est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on refuse l'héritage révolutionnaire. Les Bourbons avaient annoncé que s'ils remontaient sur le trône, ils abrogeraient l'œuvre de la Révolution. Ils en ont gardé l'essentiel, car il y a des choses qu'on n'abroge pas dans l'évolution de l'humanité, ou très difficilement.
Ils ont compris que revenir sur les acquis fondamentaux en matière de liberté, en matière de conception de la vie politique était rigoureusement impensable. Donc, la charte est dite octroyée, mais en fait, c'est une constitution. Elle fait la part belle à l'exécutif. Les assemblées élues vont, de surcroît, renforcer la puissance de cet exécutif. Il ira tellement loin qu'en 1830, il tombe. La révolution de 1830, révolution strictement parisienne, ne règle rien. Et Louis-Philippe, qui est en embuscade depuis longtemps, qui est acquis aux idées révolutionnaires, pense cette fois mettre un terme à ce conflit politique droite-gauche, héritage de la Révolution, hostilité à la Révolution, c'est-à-dire retour à la monarchie absolue d'Ancien Régime ou prise en compte des acquis de la Révolution et de l'Empire. Il se soumet à un certain nombre de rituels, il modifie un certain nombre de textes, de passages de la charte, il redonne au Parlement davantage de pouvoir, mais sans aller jusqu'à s'incliner sur lui, mais il pense avoir clos l'histoire, d'où le mot de Guizot, enrichissez-vous par l'épargne et le travail, dorénavant ne votent que les gens qui acquittent un certain montant d'impôts, si vous travaillez, si vous épargnez, vous deviendrez riches, vous serez tous, à partir de ce moment-là, membres de cette fraction du peuple qui a le droit d'exercer le pouvoir politique, et donc, vous serez pleinement citoyen, le tout est d'être patient, vertueux, gagner de l'argent, savoir le bien placer, et on finit par entrer dans le corps civique. Il est même tellement persuadé que l'histoire de France a fini d'évoluer qu'il pense pouvoir lancer la réconciliation entre la droite et la gauche en ouvrant à Versailles le musée de l'histoire de France, dans lequel il pense que la réconciliation pourra se faire. Les Anglais vont même le servir, puisque les cendres de l'empereur, on commence à parler de leur rapatriement en France. Et puis, en 1848, il tombe sur une question sociale, et ce sera tout à l'heure le point de départ de mon analyse droite-gauche sociale. 1848 est porteuse d'un espoir extraordinaire, la France adopte enfin le suffrage universel. Enfin, universel dans la mentalité de l'époque. Les femmes ne votent pas. Alors que dans certains États des États-Unis, elles ont déjà le droit de vote. La France, patrie des droits de l'homme et porteur moderne de la démocratie, ça demande quand même à être sérieusement nuancé. Donc, on établit le suffrage universel masculin, on proclame même le droit au travail, c'est vous dire si on fait l'unanimité, puisque même les plus pauvres ont le sentiment que la République va s'intéresser à eux. Mais, manque de chance, les élections d'avril dégagent une majorité conservatrice qui va devoir rédiger la Constitution, et le sujet droite-gauche réapparaît, avec la remise en cause par une loi scélérate de ce droit de suffrage, remise en cause que Louis-Napoléon Bonaparte, en l'effaçant, va avoir le sentiment d'effacer en même temps le coup d'État qui lui permet de rétablir l'Empire. Et pour toute la durée du Second Empire, le débat en quelque sorte est gelé, même si d'une certaine manière, je ne sais pas si on étudie encore le Second Empire dans un programme de lycée, mais si c'est le cas, il n'a pas pu vous échapper que le Second Empire est par pas mal d'aspects, à certains moments, un régime de gauche. Ce que la gauche a toujours récusé, car elle veut rester uniquement fixée sur le crime du coup d'État. Mais ça explique qu'en 1870, le 4 septembre 1870, lorsque la République est proclamée, Louise Michel, devant le Palais Bourbon, refuse de chanter la Marseillaise, refuse de saluer le drapeau tricolore. Pour elle, ce drapeau tricolore qui était déjà en question en 1848, s'est définitivement déshonoré par ce qu'il a couvert entre juin 1848 et septembre 1870, et par conséquent, elle ne veut pas la République dorénavant, elle veut la sociale. On supprime le mot République, on transforme l'adjectif en substantif, on veut installer la sociale. La Troisième République installe vraiment les libertés fondamentales, construit la République avec une série de grandes lois sous lesquelles nous sommes toujours régis, et que peut-être l'actualité la plus récente
va nous conduire à remettre en question, ce qui accroîtra la confusion droite-gauche. Et c'est surtout l'affaire Dreyfus qui va permettre de fixer ce qu'est un homme de droite et ce qu'est un homme de gauche. Alors, je vais faire un arrêt sur image, comme on dit au cinéma, si vous voulez, sur cette date-là et cet épisode. Comment, au sortir de l'affaire, à l'entrée dans le XXe siècle, on peut définir la droite et la gauche. Il y a d'abord, je viens d'y passer l'essentiel de mon temps, l'exclusivité même, l'héritage de la Révolution. Vous acceptez l'héritage révolutionnaire ou vous le récusez. Vous êtes d'accord pour vivre sous une république ou vous aspirez à la restauration de la monarchie d'Ancien Régime. C'est là-dessus que capotent les dernières chances des monarchistes de revenir au pouvoir lorsque, dans les années 70, la restauration du comte de Chambord échoue du fait que Chambord ne veut absolument pas abandonner le drapeau blanc. Les chasse-peaux partiraient tout seuls, lui répond MacMahon. Si vous êtes républicain, vous placez les droits de l'individu au-dessus de la raison d'État. Ça a été le grand débat de l'affaire Dreyfus. Est-ce qu'il est possible, acceptable, de condamner un individu pour sauver, au nom de la raison d'État, c'est-à-dire que l'État a des intérêts supérieurs aux droits d'un individu, et quand bien même cet individu serait-il innocent, pour sauver la raison d'État, préserver la puissance publique, ne pas remettre en cause les institutions, même si elles se sont trompées, on doit sacrifier un individu, plutôt en sacrifier un et en sauver quelques millions, que risquer de plonger des millions dans le mal à l'aise pour sauver les droits d'un individu. Si vous êtes de gauche, vous répondez que l'individu l'emporte sur la raison d'État. Si vous êtes de droite, vous considérez que la raison d'État a le pas sur l'individu. De ce débat et de la réponse que vous avez donnée dépendent l'attitude que vous allez avoir vis-à-vis d'institutions conservatrices à cette époque et qui ont fait leur choix entre la raison d'État et l'individu. Le républicain se retrouve antimilitariste alors qu'il était patriote en 70. Si vous allez au musée de l'éducation à Rouen, vous y verrez la collection de fusils en bois avec lesquels les professeurs d'éducation physique dans les lycées faisaient faire l'apprentissage du maniement d'armes à de jeunes élèves qu'il s'agissait de préparer pour la revanche de 14-18. La gauche n'a pas toujours été antimilitariste. Mais elle le devient avec l'affaire Dreyfus, car c'est au nom de l'honneur de l'armée que Dreyfus doit être condamné, même s'il est innocent, ce que, de par ses positions de gauche, un certain nombre d'hommes politiques refusent. Deuxième institution qui est au cœur du débat, si vous êtes de gauche, vous êtes anticlérical. L'Église ayant, par antisémitisme, choisi le camp de la raison d'État et de la condamnation de Dreyfus contre les droits d'un innocent. Viennent s'ajouter à ça un certain nombre de prises de position sur le terrain social, mais j'ai dit que j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous allons vivre sur ce schéma pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Car jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'adhésion à la République n'est pas quelque chose d'acquis dans la société française. Il y a encore une fraction du corps civique et du corps social de ce pays qui, jusqu'en 1940, ne parle pas de la République, mais de la gueuse, aspire à la chute de la République et à la restauration de la monarchie. Lorsque on impute à Maurras le fait de s'être réjoui de la défaite française en 1940 en parlant de la divine surprise, on ne fait qu'étaler son inculture. Maurras est beaucoup trop attaché à la France pour se réjouir de la défaite française. Ce que Maurras appelle la divine surprise en 1940, c'est le vote du 10 juillet 40 qui condamne la République, si on a une lecture rapide du texte, car à vrai dire on ne sait pas quel régime va sortir. Mais le vote du 10 juillet 40 confie à Philippe Pétain, maréchal de France, chef de l'État, la mission de doter la France de nouvelles institutions. Ces institutions ont failli être présentées aux Français en 1943, les Allemands ont interdit le discours, on ne sait donc pas vraiment ce qu'ils pensaient, mais c'est pas très éloigné du régime sous lequel nous vivons. Et c'est de ça que Maurras se réjouit, car lui pense qu'on va restaurer la monarchie, et pour lui c'est véritablement une divine surprise. En quoi la Seconde Guerre mondiale marque-t-elle une rupture et va-t-elle brouiller les cartes? Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, j'espère que oui, mais sinon vous n'hésitez pas à m'interrompre si c'est trop ésotérique.
les choses sont claires. On sait assez facilement qui est de droite ou de gauche. Si vous êtes de gauche, vous ne mettez pas les pieds à l'église. Je vous rappelle que le 11 novembre 1918, un Tédéum a été célébré à Notre-Dame. Clémenceau a prévenu ses ministres que le Premier ministre qui était présent dans l'église Notre-Dame pour le Tédéum cessait ipso facto hic et nunc d'être ministre. Il n'avait même pas besoin de remettre sa démission. Il était inutile qu'il revienne à la prochaine réunion du gouvernement. Le seul fait d'avoir assisté au Tédéum le disqualifiait pour rester ministre de la République. Par contre, il pouvait y envoyer sa femme. C'est la répartition du dimorphisme sexuel dans la pratique religieuse. En août 1945, l'ensemble des chefs de la résistance sont à Notre-Dame pour le Tédéum. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, les choses sont extraordinairement brouillées. D'abord, il y a le passé immédiat qui est lourd à porter. Le 10 juillet 1940, il n'y a que 80 députés qui votent contre les pleins pouvoirs constituant au maréchal Pétain. Mais l'Assemblée qui est rassemblée au théâtre de Versailles, ça n'est pas n'importe quel parlement. C'est la Chambre du Front populaire qui s'est fait élire sur le thème de la défense républicaine contre la menace des ligues fascistes. Elle a donc la majorité absolue à la Chambre, même si les communistes sont en prison ou en fuite. Le quorum est largement suffisant pour qu'il y ait une majorité. Édouard Herriot, ce monument de la Troisième République, s'abstient quand il s'agit de liquider la République. C'est quand même pas banal. Le président du Sénat s'abstient également. C'est lui qui préside le Congrès. Donc des gens qui se sont présentés comme des défenseurs de la République sont prêts en gros à la laisser disparaître, ce qui pose un certain nombre de questions. Antimilitaristes, beaucoup d'hommes de gauche étaient pacifistes dans l'entre-deux-guerres et disaient plutôt rouge que brun. Quand il a fallu vivre sous la loi Brune, ils ont pensé qu'il valait mieux être mort que brun. Ils sont rentrés dans la résistance et ont repris le combat. Ils commencent à porter sur le concept de défense nationale un regard qui vient enrichir celui de Jaurès, qui n'était déjà pas un rejet intégral. Enfin, et surtout, la résistance en 1945 a fait la preuve qu'on peut croire en Dieu et résister, et finalement être de gauche. Témoignage chrétien. À l'époque de la guerre d'Algérie, il vaut mieux être pris dans une cour de caserne avec le canard enchaîné qu'avec témoignage chrétien sous le bras. Sinon, vous avez de sérieux ennuis avec l'autorité militaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui servent à caractériser les choses qui deviennent très flous. Oui, mais vous allez me dire, la Seconde Guerre mondiale, c'est un épisode extraordinaire, on sort véritablement des normes classiques, les choses vont revenir dans la situation antérieure. Pas vraiment. Alors que les institutions ne sont pas encore officiellement en place, la guerre d'Indochine a commencé. Une guerre qui va avoir pour effet de nous faire perdre l'intégralité de ce qu'elle était censée protéger. Et comme on ne tire pas les leçons de cette guerre d'Indochine, l'année même où nous y mettons un terme, nous replongeons pour 8 ans dans une deuxième guerre coloniale qui aura les mêmes effets. Ces deux guerres ont été conduites par des gouvernements de gauche. Alors que le préambule de la Constitution de 1946 dit que jamais la France ne portera les armes contre les peuples qui ont associé leur destin au sien. François Mitterrand est à l'heure actuelle l'homme de gauche qui a le plus grand nombre d'exécutions capitales dont il a garanti l'exécution par sa signature lorsqu'il était ministre de la Justice à l'époque de la guerre d'Algérie. Si vous revenez à ce qu'était tout à l'heure mon analyse, à savoir le droit de l'individu sur la raison d'État, l'antimilitarisme et l'anticléricalisme, les choses deviennent extraordinairement brouillées. Oui, mais vous allez me dire, il doit au moins rester, vous n'avez rien dit, mais c'est parce que ça a survécu, la souveraineté du peuple sur le pouvoir de l'exécutif. Pas vraiment. Je n'ai aucune confiance dans les sondages. Je le confesse très volontiers, tout simplement parce que quand on me sonde, je raconte n'importe quoi. Partant du point de la conquête de l'isoloir et du vote secret à la veille de 1914, c'est un acquis aussi fondamental
que la proclamation du suffrage universel en 1848. Si tout le monde répond comme moi, par conséquent, les sondages doivent avoir une part d'approximation. Mais je suis obligé de reconnaître tout de même que assez souvent, ils s'approchent largement des résultats. Si on regarde un certain nombre de sondages dans les 15 ou 20 années, il y a beaucoup de gouvernements qui auraient dû démissionner alors que les institutions leur ont permis de rester au pouvoir. C'est donc bien que, cette fois pas uniquement l'exécutif, l'ensemble de l'appareil politique a pris le pas sur la souveraineté populaire. Et ça oblige à poser la question de... Je regarde ma montre parce que je voudrais vous laisser du temps pour réagir. Je pense que quand même, certains d'entre vous ont peut-être déjà le droit de vote ou sont en passe de l'avoir. Ce sont des choses qui normalement doivent vous concerner. Vous avez, depuis 1958, mais il faut repartir de 1945, des institutions qui font l'étonnement des constitutionnalistes dans le monde entier. Nous sommes sous des institutions assez baroques que le monde extérieur ou regarde d'un regard très critique quand il veut montrer que les Français ne sont pas respectueux des propres principes, de leurs propres principes qu'ils ne cessent de mettre en avant, ou nous envie lorsque leurs gouvernements sont dans une situation difficile et pas assurés de pouvoir maintenir un cap qui est rejeté par la majeure partie de la population. En 1945, De Gaulle refuse de proclamer la République car il part du principe qu'elle n'a jamais cessé d'être, fin de citation, et que par conséquent, elle est toujours le régime de la France. Mais que fait-on? Revient-on aux lois constitutionnelles de 75, 1800? Mettons en place une nouvelle constitution. Donc on pose la question aux Français, voulez-vous que l'Assemblée qui est élue aujourd'hui soit constituante? Ils répondent oui. Et il faut donc mettre en place une nouvelle constitution. Si vous vous reportez dans les 5-6 dernières années 30, avant la guerre, tout le monde était acquis. Quand je dis tout le monde, c'est ce qu'on appelle la classe politique, les théoriciens de la vie politique, les gens qui, de près ou de loin, soit parce qu'ils la pensent, ils réfléchissent, émettent un certain nombre de jugements ou de préconisations, soit parce qu'ils mettent en œuvre ces préconisations lorsqu'elles sont devenues des textes réglementaires. Tout le monde était acquis en France à la nécessité de renforcer l'exécutif. Il fallait remuscler cet exécutif, lui donner davantage d'autorité pour qu'il ne soit pas soumis à la dictature de l'Assemblée. C'est la position de De Gaulle. Il est resté fidèle à ses idées d'avant-guerre. Il faut renforcer l'exécutif. Mais est-ce que vous imaginez ce que représente l'idée de renforcer l'exécutif lorsque vous sortez de 4 ans de régime de Vichy où le pouvoir était entre les mains d'un seul homme, de surcroît plus ou moins contraint par les décisions de l'occupant? C'est intenable. Vous aspirez à la dictature, pense-t-on. Vous êtes probablement quelqu'un qui va liquider la démocratie. Et De Gaulle n'aura donc aucune chance de faire triompher son idée. Or, De Gaulle se trouve face à des forces politiques qui n'ont qu'une seule idée, c'est de redonner au Parlement l'essentiel du pouvoir. De surcroît, une mauvaise application dès le premier gouvernement de la 4e République, qui est celui de Paul Ramadier, va introduire quelque chose d'encore d'aggravant, si j'ose dire, dans les risques d'instabilité ministérielle. Donc, en 1945, on rate la possibilité de stabiliser la vie politique avec un équilibre raisonnable entre l'exécutif et le législatif, voire un petit avantage à l'exécutif si on tire les leçons de l'instabilité parlementaire des années 30. Car il faut bien voir qu'en France, une des difficultés, j'aurais pu l'évoquer avant, mais il me semble que ça devient essentiel avec la 4e République, c'est la difficulté à avoir une majorité parlementaire. Nous n'avons jamais, à l'inverse des Anglais qui ont choisi une bonne fois pour toutes un type de scrutin, ils n'en ont quasiment jamais varié. Je dis quasiment, car ils ont parfois tenté un peu autre chose, mais ils l'ont abandonné. Nous avons multiplié les variétés de scrutin. Proportionnel intégral, pondération, apparentement,
Et on s'est aperçu que la grande difficulté, c'est de dégager une majorité. Les forces politiques, il n'y a aucune force politique qui soit capable de dégager des groupes homogènes se faisant à peu près équilibre. Un homme comme François Mitterrand fait une carrière politique extraordinaire sous la 4ème République, tout simplement parce qu'il est à la tête de l'UDSR. Parti que vous ne connaissez probablement pas, et rassurez-vous, ce n'est pas une lacune grave. Sauf si vous préparez l'agrégation de droit public. L'Union démocratique et sociale de la résistance, c'est un tout petit parti. Il n'a jamais eu plus d'une dizaine de députés. Mais c'est essentiel. Car avec 10 députés, vous pouvez parfois donner à un parti minoritaire la possibilité d'avoir une majorité. Et à partir de là, vous avez un pouvoir extraordinaire. Si vous voulez suivre in vivo ce genre de calcul, écoutez la radio pour voir comment va se mettre en place le prochain gouvernement israélien. Il n'est pas impossible que le Likoud ne gouverne pas si Herzog réussit à avoir l'aide de ces petits partis qui pourraient lui donner une majorité qu'en fait il n'a pas. En effet, dès lors que vos 10 voix sont essentielles pour pouvoir effectivement être majoritaire, vous pouvez faire monter les enchères en disant d'accord, je ne vous apporte que 10 voix, mais sans mes 10 voix, vous ne gouvernez pas, donc je veux 3 ministres. 3 ministres pour 10 députés, ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais si on veut aux 10 voix, il faudra bien qu'on vous les donne. Vous pouvez ensuite même remonter en disant j'en veux un qui soit ministre d'État. Et je veux un portefeuille régalien. Vous ne voulez pas? Je ne voterai pas pour vous. Et c'est comme ça qu'un petit parti réussit finalement à placer un certain nombre de ces hommes et à leur faire jouer un rôle tout à fait essentiel. Donc, De Gaulle est évincé du pouvoir puisque très vite il démissionne en jouant le jeu d'Adolphe Thiers en 1848. La démission de Gaulle est un pari. Il est persuadé qu'on reviendra le chercher. Personne n'a pensé à revenir le chercher. Le lendemain de sa démission, le mot d'ordre, c'est tout, sauf le retour de Gaulle. De Gaulle réussit à revenir, grâce au putsch du 13 mai 1958, mais la 4ème République ne veut pas qu'il modifie trop les institutions. Et si vous vous reportez à la loi constitutionnelle de juin 58, qui lui confie des pouvoirs constituants, ce sont des pouvoirs constituants très encadrés. Et en particulier, vous en retrouvez la trace dans quelques articles essentiels de la Constitution. L'article 20, le gouvernement conduit et détermine la politique de la nation. Si un Premier ministre a la confiance du Parlement et n'est pas mis en minorité, le président de la République ne peut absolument pas s'en défaire et lui imposer de partir. D'où la légende qui circule, et à laquelle je n'apporterai pas de réponse car je n'ai jamais exercé les fonctions de secrétaire général de l'Élysée, la légende qui circule depuis De Gaulle, qui veut que tout Premier ministre nommé remet au chef de l'État en blanc une lettre de démission non datée, dont il pourrait éventuellement se servir s'il veut se défaire de lui. Je n'y crois pas. Et la façon dont Jacques Chirac gère sa démission de 1976 me conforte dans mon analyse. Le président est élu par 80 000 électeurs. Il y a un certain nombre de choses qui permettent d'assurer la prééminence du Parlement. Et De Gaulle est assez mécontent de cette constitution qu'il vient de mettre en place. Je ne dirais pas coup de chance, car on ne peut pas qualifier de coup de chance un acte terroriste, mais le hasard des événements post-guerre d'Algérie veut que De Gaulle soit l'objet de l'attentat du Petit Clamart, lequel rate, et De Gaulle retourne la situation à son profit en disant aux Français « J'ai une stature personnelle qui me donne une autorité politique que mes successeurs n'auront pas forcément tous. Et je vous demande d'approuver par référendum une modification à la Constitution qui fera désigner dorénavant le président de la République au suffrage universel pour qu'il ait l'onction de la souveraineté populaire qui lui donnera l'autorité nécessaire que l'histoire, par différence avec moi, ne lui aura pas donnée. Et il fait de cette façon du chef de l'État l'élu de l'ensemble du peuple, d'où le problème qui
qui l'emporte, puisque le Parlement est élu par l'ensemble du peuple, mais fractionné en plusieurs centaines d'individus, mais tout député est représentant de la nation dans la totalité. Un député ne représente jamais sa circonscription. Il représente le pays dans son ensemble. Ou un seul homme sur lequel s'est portée la majorité qui lui a permis d'entrer pour 7 ans à l'Élysée. Et nous sommes dans un système, si vous voulez, qui n'est ni présidentiel ni parlementaire, ce qu'on a appelé ensuite le fait présidentiel, ce qui constitutionnellement ne veut rien dire, ayant pris l'habitude de faire que les majorités votent comme un seul homme, et on en est arrivé aujourd'hui à une situation de caricature. De droite comme de gauche, nos parlements votent des textes qu'ils abrogent 15 jours plus tard, ou qui ne sont jamais appliqués. Comment voulez-vous ensuite demander aux citoyens d'avoir un respect pour le pouvoir législatif, si le pouvoir législatif se contredit à d'aussi faible distance? Le Parlement étant plus une chambre d'enregistrement qu'un lieu de débat, le débat s'est transféré dans la rue. Grande manifestation sous Pompidou contre Plogoff, grande manifestation au moment de la crise de la sidérurgie sous Giscard d'Estaing, le CPE votait la loi promulguée, mais une série de manifestations qui obligent le gouvernement à abroger le texte. Jean-Louis Debré sans manifestation, mais avec de fortes pressions du monde universitaire, obligé d'abroger l'alinéa 4 de la loi de février 2005 sur les aspects positifs de la colonisation. Donc on est dans un système... Alors vous allez me dire, oui mais là-dedans, droite-gauche, moi je constate une chose, c'est que sur la Constitution de 58, la confusion entre les deux s'est faite. La critique la plus radicale, la plus rigoureuse, mais qui en termes de droit est inattaquable. Deux de nos plus grands constitutionnalistes de l'époque l'ont validé. C'est le petit ouvrage de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, dans lequel il décortique toutes les atteintes pour un homme de gauche aux grands principes politiques qui doivent organiser le pouvoir en France. Donc en 81, un certain nombre de Français ont voté pour François Mitterrand de façon à ce que les institutions redeviennent des institutions démocratiques, engagement qu'il avait pris. Et si je deviens chef de l'État, je redonnerai à la France les institutions démocratiques qu'elle mérite. L'historien constate qu'en 1995, François Mitterrand quitte l'Élysée au terme de son second septennat, sans avoir touché la Constitution, et après une entrevue assez extraordinaire, vous avez peut-être vu parce qu'elle passe parfois sur les chaînes de télévision lorsque ce débat est évoqué, à la télévision belge, où on voit le chef de l'État flanquer à la porte l'équipe qui est venue l'interviewer et qui, avec insolence selon lui, avec honnêteté selon les journalistes belges, lui font remarquer qu'au terme de son second mandat, il n'a toujours pas corrigé les institutions. Est-ce qu'il a encore le temps de le faire, ou est-ce que c'est une promesse qui n'a engagé que ceux qui y avaient cru? Et là, on voit véritablement le chef de l'État se fâcher, comme on le voit assez rarement se mettre en colère en public, et les flanquer hors de son bureau, enfin les faire reconduire hors du bureau par l'huissier. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus de différence entre droite et gauche. Je vous disais en commençant, pour un homme de gauche, les pouvoirs de Parlement l'emportent sur l'exécutif. La loi Macron est adoptée en utilisant le 49.3, c'est-à-dire que l'exécutif impose sa volonté au législatif. Vous avez une totale confusion des genres, mais à l'égard du reste, les choses ont changé. Il n'y a plus d'antimilitarisme en France, qui n'a d'ailleurs jamais été aussi fort que les militaires l'ont souvent redouté. Les Français sont assez facilement patriotes et aiment bien leur armée. Ils l'aiment d'autant plus aujourd'hui qu'ils sont plus obligés d'aller faire leur service militaire et qu'à la rigueur, dans l'esprit de beaucoup, hélas, de nos concitoyens, mourir sur le champ de bataille, c'est un accident du travail. Ce qui me paraît proprement insupportable. L'Église catholique ne pose plus aucun problème, elle n'a plus aucune aspiration politique. Elle est même plus à gauche que certains hommes politiques de droite. Car à l'époque où on luttait contre le cléricalisme et où on adopte la loi de 1905, l'Église condamne la démocratie. L'Église condamne le suffrage universel.
aujourd'hui, regardez un certain nombre de prises de position des évêques de France sur des problèmes politiques, vous apercevrez qu'ils sont sensiblement plus à gauche, je répète, que nombre d'hommes politiques de droite, et une des colères homériques de Georges Pompidou, c'est le jour où il s'est aperçu qu'un certain nombre de quartiers dans lesquels il y avait une grosse implantation d'établissements religieux avaient davantage voté à gauche que pour l'UDR, et il en était absolument navré et furieux. Donc, les choses sont extraordinairement brouillées, et je vous avoue aujourd'hui que, à la fois comme citoyen et comme historien, je suis incapable souvent de classer à droite ou à gauche, ce qui suppose qu'il faudrait au moins redéfinir. Je ne conteste pas le fait qu'on garde les étiquettes droite-gauche, après tout, si on veut les conserver, pourquoi pas. Mais ça correspond à quoi et ça veut dire quoi? Il y a un deuxième volet, et c'est celui sur lequel je vais peut-être être un petit peu plus long, qui est le volet social. Être de droite, c'est être libéral, dit-on, c'est ne pas attacher trop d'importance à la misère du monde. Être de gauche, c'est avoir le souci des plus défavorisés, des plus pauvres, et faire en sorte qu'ils vivent à l'abri du besoin. Soit. Alors, là, on ne va pas remonter en 1789, alors, sous l'Ancien Régime, c'est l'Église qui, par la charité, remédie à la misère du monde. En 1848, les Français ont véritablement eu le sentiment que les questions sociales allaient être tout à fait majeures. La Révolution de 1848 s'adosse est la conséquence, l'aboutissement d'une grave crise financière et économique qui a commencé en 1944-1945 et qui va durer jusque pratiquement 1850. Ça commence d'abord par une très grave crise agricole, une série de mauvaises récoltes, la maladie de la pomme de terre qui décime toute l'Europe. On cite toujours l'exemple de l'Irlande parce que ce sont eux qui ont le plus souffert, mais c'est une crise extraordinairement grave. La délinquance explose autour de Rouen, par exemple, tout simplement parce que des ouvriers au chômage ont suffisamment de temps maintenant pour essayer de ne pas crever de faim et sont obligés d'aller par toute une série de rapines sur le plateau du Pays de Caux essayer de quoi nourrir leur famille. Cette crise se double d'une crise financière. On est en pleine construction des réseaux ferrés européens, c'est la Railway Mania. Le chemin de fer est le leading sector de l'économie de l'Europe. On spécule énormément et il y a des spéculations hasardeuses. En France, de surcroît, elles sont aggravées par le fait que nous n'avons pas d'appareil bancaire. Si vous fréquentez un peu la rue de la République, il ne vous a pas frappé qu'à côté de la caisse d'épargne, vous avez une caisse liquidée. Et ce sont ces caisses qui remplacent les banques de l'époque. Le système bancaire français apparaît avec Napoléon III. Les 4 grandes banques de dépôt, qui n'en font plus aujourd'hui que 3, datent de Napoléon III. Donc, difficulté à drainer une épargne abondante mais qu'on ne réussit pas à atteindre. Elle est cachée au milieu des piles de draps des paysans les plus aisés, on n'arrive pas à la faire sortir, et donc on manque de liquidité, il y a une grave crise, et l'industrie s'arrête et tombe en paralysie. Or, depuis les années 30, était apparu un mouvement qu'on a appelé de socialisme utopique, qui de surcroît est pénalisé car les lois scélérates, après l'attentat de Fieschi, interdisent d'utiliser le terme de républicain. Si vous parlez de républicain, si vous utilisez le terme de république, vous êtes passible de prison dans les 10 dernières années du règne de Louis-Philippe. Donc on va parler de radicaux, mais radicaux ça ne veut rien dire. Et par conséquent, ça devient très compliqué de savoir qui veut quoi. Et ce socialisme utopique est utopique parce qu'il décrit un monde meilleur, mais il ne dit pas vraiment comment y arriver. Ce sont les idées de Fourier, ce sont les idées de Cabet. Alors ça va donner des réalisations qui ont fonctionné, le phalanstère de Guise en est un. L'idée de faire de la limonade avec de l'eau de mer, ça a moins bien marché. Mais on ne dit pas comment les choses... Sauf qu'il y aura probablement l'intervention de l'État. Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher
la conviction qui va s'installer dans le monde du travail que sans intervention de l'État, les droits des travailleurs ne seront pas protégés. Et donc on attend tout de l'État. La révolution éclate et le gouvernement provisoire proclame le droit au travail. Ce qui veut dire que tout individu a besoin, peut attendre que la puissance publique lui fournisse un travail. On ne parle pas de droit opposable encore, tout de même. Mais on est sur la voie. Le problème, c'est qu'un gouvernement provisoire n'a aucune autorité. Ce que la rue a fait, la rue peut le défaire. Il faut savoir dans quelles conditions le droit au travail a été proclamé. Le gouvernement provisoire était dans une pièce à l'hôtel de ville. Dans la pièce d'à côté, il y avait des gens porteurs de leurs armes individuelles. De temps en temps, on ouvrait la porte en disant « Alors, où vous en êtes ?» Mettez-vous à la place d'un groupe d'une douzaine de personnes constituant le gouvernement provisoire qui délibèrent sur un sujet dont ils ont tous compris les enjeux. Proclamer le droit au travail et décider de l'appliquer, c'est lourd, hein. Garantir un travail à tout le monde, on a vu où ça a conduit dans les pays qui ont essayé de le faire. Au bout d'un moment, on a proclamé le droit au travail. On a mis en route les ateliers nationaux, qui se sont révélés une véritable ruine, et l'Assemblée élue dans les élections d'avril 48 que j'évoquais tout à l'heure pour mon analyse politique, ferme les ateliers nationaux et ne retiendra pas le droit au travail dans la Constitution. Mais ce qu'attend le mouvement ouvrier de l'époque, contrairement à ce que prétendent beaucoup de nos dirigeants syndicaux aujourd'hui, ça n'est pas du tout ce à quoi ils aspirent de nos jours. Les ouvriers à cette époque sont profondément réactionnaires. Je veux dire par là qu'ils veulent revenir à l'époque antérieure. Ce sont des ouvriers hautement qualifiés. Les insurrections de Canut lyonnais au début des années 30 du 19e siècle, ce sont des gens qui connaissent leur métier. Allez voir ce qu'ils font comme soierie. Si vous en avez un exemple simple, allez visiter Trianon, toutes les chaises de Trianon ont été refaites dans les ateliers de soierie lyonnais. Vous verrez que c'est de la belle ouvrage. Ces gens pourraient tous candidater pour le titre de meilleur ouvrier de France. C'est de ça qu'ils ont la nostalgie. Ils veulent le retour aux corporations de l'Ancien Régime. La maîtrise de son métier, la qualification, qui faisait d'eux des gens qui auraient pu être de parfaits citoyens, car pour être un artisan à ce niveau-là, on a forcément un niveau d'instruction élevé et par conséquent on peut participer au débat public, et l'organisation corporative garantit une solidarité d'un groupe qui fait qu'on n'est jamais seul dans la société en cas de coup dur. C'est de ça qu'ils ont la nostalgie. Et ce qui les inquiète, c'est la grande structure manufacturière qui se met en place. 1848 ne leur permet pas d'arrêter les choses. Alors vous allez me dire, là maintenant, vous allez sauter à la Troisième République parce que forcément, le Second Empire n'a rien apporté au monde du travail. Que nenni. Le Second Empire apporte au monde du travail le droit de grève. Ça n'est pas un régime de gauche. Ça n'est pas la République qui a accordé le droit de grève aux travailleurs en France. C'est le Second Empire. Et à mon avis, c'est bien pour ça que jamais aucun régime de droite n'a osé le remettre en cause. Car venant d'un régime réputé de droite, y porter atteinte, ça ferait franchement désordre. Indépendamment de tous les autres inconvénients que ça pourrait avoir. Donc on s'est contenté de l'encadrer dans un certain nombre de secteurs. Alors l'explication est simple. Le Second Empire, c'est un guéridon à 3 pieds. Le régime de l'empereur s'appuie sur l'armée, les grands industriels et l'Église. Il décide de se passer de l'Église. Il est en froid avec les grands industriels parce qu'il a opté pour le libre-échange, enfin ce qu'on appelle le libre-échange, ce qui est un peu excessif. C'est pas un cours d'histoire économique que je veux faire. Un guéridon à 3 pieds, si vous coupez 2 pieds, c'est très difficile d'obtenir une stabilité. Hein. Donc il faut en trouver d'autres. D'où les appels du pied aux intellectuels et les appels du pied au monde ouvrier. Sur sa cassette personnelle, Napoléon III finance le voyage à Londres de la délégation ouvrière qui mettra sur pied l'internationale socialiste. Ce qui n'empêchera pas à la fin du régime la police impériale de pourchasser les militants de la dite internationale. Mais seuls les imbéciles ne changent pas. Donc,
On sort du Second Empire avec quelques acquis sociaux. Indiscutablement, la prospérité impériale a permis à la classe ouvrière de mieux vivre. L'ouvrier parisien mange de la viande à chaque repas à midi depuis le Second Empire. Donc il n'a pas véritablement pâti d'un régime de droite. Oui, mais vous allez me dire, en cas de difficulté, la misère. Lorsque l'impôt sur le revenu est créé à la veille de la guerre de 1914, on s'aperçoit qu'il atteint une collecte qui va permettre la redistribution très limitée à la société, qui couvre à peu près le montant que la grande bourgeoisie consacrait à ses œuvres charitables. Ce qui veut dire que les gens aisés, a fortiori les gens fortunés, avaient conservé un certain nombre de traditions, avec cette difficulté du paternalisme, de la démarche individuelle. D'autre part, les grands industriels, vous aviez récemment à la bibliothèque municipale d'Amiens une exposition sur l'entreprise Cosra, qui l'évoquait insuffisamment à mon goût, mais qui l'évoquait tout de même un peu, toutes les œuvres sociales que mettaient en place les grands industriels. Si vous allez au Creusot, et vous avez un très beau catalogue d'expositions qui a été mis en place à Orsay il y a quelques 15 ou 20 ans, mais qui est toujours un document essentiel si on veut faire un peu d'histoire sociale, qui montre les usines accompagnées de leur école, de leur maternité, de leur établissement hospitalier, de logements ouvriers. Pensez aux corons mis en place par les mines. Michelin n'a rendu ses écoles à l'éducation nationale qu'après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 50, si mes souvenirs sont bons. Jusqu'à la fin des années 50, on fait sa scolarité primaire dans l'école primaire Michelin, lorsque on est l'enfant d'un salarié du fabricant de pneumatiques. Il ne faut pas donc voir un patronat français exclusivement composé de négriers qui exploitent l'ouvrier jusqu'à sa mort. Et ça n'empêche que la France reste avec une législation sociale très en retard. La législation sociale dont nous sommes si fiers, qui se met en place au moment de la libération, l'Allemagne l'a depuis 1884. C'est vous dire le retard que nous avions. Alors, droite-gauche, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui que la gauche est moins soucieuse de l'ouvrier. Ça s'explique à mon avis de deux façons. D'une part par des raisons internes et d'autre part par le contexte international. Après l'échec de 1848, après l'échec de la proclamation du droit au travail abrogé quelques semaines plus tard, qu'est-ce que c'est que mettre en place une législation sociale, voire socialiste? C'est extrêmement difficile. Vous allez me dire non, c'est très simple, on prend toute la richesse nationale, on prend le nombre de gens qui constituent la société, on divise le premier par le second, et chacun a sa part. Oui, mais vous oubliez qu'en 1789, nous avons adopté, et elle constitue le préambule de nos constitutions, pas de toutes mais de la plupart, et de l'actuelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit, article 17, la propriété est un bien inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé, sauf si l'intérêt général l'exige, et après une juste et préalable indemnité. Pour opérer une opération drastique de redistribution, il faut donc abroger d'abord ce texte. Je vois mal un référendum abrogeant en France le droit de propriété. Je vous rappelle que les lois de nationalisation de François Mitterrand en 1983 ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Il a fallu en voter une nouvelle qui a décidé la même chose, mais après avoir assez fortement rehaussé le montant des indemnités versées aux propriétaires des entreprises nationalisées, car le Conseil constitutionnel avait considéré que l'indemnisation était insuffisante. Ce qui a été le point de départ de quelques-uns des fleurons de notre économie. Cette indemnisation, bien réutilisée, a permis de fonder des entreprises extraordinairement dynamiques, en particulier dans le secteur financier. Donc, c'est pas simple. Donc, il faut fixer la barre. Et à mon avis, c'est là que vous avez l'explication du flou de beaucoup de programmes socialistes.
Sur quel programme est élu le Front populaire de 1936? Du pain, la paix, la liberté. Citez-moi une élection pour laquelle une force politique se soit présentée devant le corps électoral en disant la misère, tous en tôle et la guerre. Moi, j'en connais pas. On ne va pas devant le corps électoral en promettant aux gens qu'ils vont crever de faim, qu'on va tous les emprisonner et qu'on va s'arranger pour déclarer une guerre. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à demain en race gratis, et il faut réussir à convaincre le corps électoral qu'on va lui apporter une amélioration de sa situation. Mais c'est que Blum n'en sait rien. Or, Blum est un homme extraordinairement honnête. Blum est probablement un de nos plus grands constitutionnalistes et un de nos plus grands juristes. Les arrêts qu'il a rédigés pour le Conseil d'État sont de véritables modèles, disent les spécialistes. Blum distingue le pouvoir conquis. Si le peuple, une petite parenthèse parce que vous n'avez pas forcément tous relu Marx avant de venir. Marx dit que seule la classe ouvrière est révolutionnaire et que c'est elle qui fera la révolution. Il n'a jamais dit comment. Donc on en est réduit à des hypothèses. Donc je referme la parenthèse. Blum dit le pouvoir conquis permet à celui qui s'en est emparé de faire ce qu'il veut. Le pouvoir confié l'oblige à utiliser ce pouvoir avec des réserves et avec modération. Or, en 1936, c'est un pouvoir confié. La majorité de Front populaire qui rassemble Parti socialiste, Parti communiste et Parti radical n'est pas entièrement acquise à l'idée de révolution. Le radical n'est pas un révolutionnaire. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont comme les radis, rouges dehors et blancs dedans. Par conséquent, Blum est parfaitement conscient qu'il y a des décisions qu'honnêtement, intellectuellement, il ne peut pas prendre. Mais il va de surcroît se heurter à un problème intérieur qui est le problème de la fragilité monétaire. Pour décider une politique sociale, pourquoi Bismarck a-t-il pu appliquer une politique sociale? Pourquoi les gouvernements allemands n'ont jamais remis en cause cette politique sociale? Ils sont toujours efforcés d'avoir des finances saines. Blum se heurte immédiatement au mur d'argent. On peut être de droite, patriote, exalter la grandeur nationale, mais pour embêter un homme de gauche, ne pas hésiter à jouer contre sa monnaie. Lorsque François Mitterrand est élu en 1981, reprenez les collections de l'Express, vous y verrez curieusement un tas de pubs qui vous proposent pour 7 ans des placements financiers à l'étranger avec toutes les garanties nécessaires pour que vous ne perdiez rien du capital, voire qu'ils reviennent même légèrement augmentés. Le combat politique fait flèche de tout bois. Or, Blum est incapable d'aller au-delà d'un certain nombre de réformes, qui ne seront d'ailleurs pas toujours adaptées au contexte du moment. Et en 1948, c'est la bataille de la Marne des patrons, avec une reprise en main du monde du travail, qu'on peut comprendre. Aujourd'hui, quand vous vous promenez à l'entrée d'une ville et que vous passez en voyant un calicot usine occupée, avec un barbecue qui fume, ou éventuellement vous pouvez aller manger une saucisse en discutant avec les militants syndicaux qui sont là. Ça paraît d'une banalité affligeante. En 1936, c'est la première fois que la France voit des usines occupées par un mouvement de grève. Et je vous renvoie à ce que je disais il y a un instant de la propriété privée. Des ouvriers ont exigé que des patrons ont exigé que des ouvriers leur envoient des lettres d'excuses, comme je souhaite ne jamais avoir à en rédiger de ma vie. Mais il faut voir ce qu'ils avaient vécu. Dans beaucoup de petites entreprises, le patron, pour qui ce sont ses propres fonds, ce n'est même pas des capitaux apportés par des actionnaires qu'il ne connaît pas, c'est son patrimoine personnel qu'il a investi. Sont sortis au milieu de leurs ouvriers dressés en haie qui leur ont craché la figure, qui sont des comportements proprement inadmissibles. C'est-à-dire que du conflit du Front populaire qui se termine par la Seconde Guerre mondiale, la société française sort profondément divisée, avec un monde patronal qui a le sentiment qu'on lui a imposé des choses sous la contrainte, des choses inadmissibles, et qu'il ne se laissera pas à nouveau avoir, et un monde ouvrier qui a le sentiment qu'il a été roulé dans la farine parce que les gens qui prétendaient s'exprimer en son nom n'ont pas été capables de défendre ses intérêts. Ça ne s'arrange pas en 1945.
Le programme du Conseil national de la résistance est imposé à un patronat qui est on ne peut plus faire. Je vous rappelle que le CNPF est créé en 1945 pour qu'il y ait des interlocuteurs patronaux pour l'État, parce que l'ancien comité des forges, ou ce qu'il en restait, était franchement imprésentable après l'épisode 40-45. Mais le monde dirigeant de l'économie a toujours eu le sentiment qu'en 1945, on lui a forcé la main, au moins sur un certain nombre de mesures. Il y en a dont il est prêt à reconnaître et qu'il ne pense pas remettre en cause, mais il y en a qu'il n'a jamais accepté. Et c'est pas étonnant si en 2007, on voit un certain nombre de documents dans la campagne électorale circuler, disant qu'il est temps de mettre un terme à un certain nombre des mesures qui ont été arrêtées à ce moment-là. Ce qui explique le flou du programme de 81, changer la vie. Ça veut dire quoi? Rien. On va changer la vie. Qu'est-ce qui vous dit que ce qui change votre vie changera la mienne? Donnez à Madame Guimoya 1000 euros, donnez-moi 1000 euros. Si vous êtes capable de lancer une activité économique pour pouvoir capter l'argent que vous venez de nous donner, vous vous fichez le doigt dans l'œil. On n'a probablement pas les mêmes goûts, on ne cherchera probablement pas les mêmes produits. Quand vous en êtes à une économie assez rustique où il s'agit d'assurer à chacun de quoi se couvrir, de quoi se chausser, de quoi mettre un toit au-dessus de ses meubles et la nourriture la plus élémentaire qui lui permet de reconstituer sa force de travail, c'est une économie dirigée assez facile à construire. Quand vous en êtes à vous faire plaisir, comment voulez-vous planifier cette économie? Donc, l'équipe de François Mitterrand avait bien un certain nombre d'idées, mais incapable de davantage les préciser. Et c'est là qu'elle va rencontrer l'autre facteur qui me paraît particulièrement important, qui est l'élément international. À condition qu'un État ait des finances saines, qu'il soit en mesure de payer ce qu'il décide de mettre en place dans le pays, il peut décider la politique sociale qu'il veut, dès lors que, si c'est une démocratie, les représentants du peuple qui détiennent ce pouvoir souverain l'ont accepté. C'est le cas de la France jusqu'en 1945, ça va le rester entre 1945 et les années 80, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est le cas de la France jusqu'en 1945 parce que, globalement, la France est une puissance. Je vous rappelle qu'une puissance, tout pays, tout État est une puissance, dès lors que, dans l'ensemble des États qui se partagent la planète, il a réussi à imposer le respect de son existence et fait en sorte de ne pas disparaître. En ce sens, la principauté de Monaco est une puissance. Enfin, il y a des puissances comme ça, ordinaires, et puis il y a les grandes. Les grandes puissances, quand avant 14 on parle des puissances, c'est le petit club des 7 États qui gouvernent le monde, c'est-à-dire le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, première puissance du monde, l'Allemagne, le Second Reich, la France, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Russie, puis avec deux outsiders, les États-Unis et le Japon, qui vont être propulsés, au moins pour les États-Unis, au premier rang par la Première Guerre mondiale. Une puissance est souveraine. Quand elle est une grande puissance, assurée de pouvoir garantir sa sécurité en cas d'affrontement individuel avec une autre, seule, des grandes puissances, la France en 70 n'a jamais été menacée de disparition, elle fait véritablement ce qu'elle veut. Si elle veut protéger son marché, elle adopte un système douanier protecteur. La Grande-Bretagne avait bien essayé, après l'abolition des Corn Laws, dans la première moitié des années 40 du 19e, de faire triompher le libre-échange. 1860, le Second Empire signe le traité Chevalier, Eden-Chevalier, qui est un traité qui abaisse fortement les droits de douane, mais qui ne va pas jusqu'au libre-échange absolu. Seule la Grande-Bretagne a pratiqué le libre-échange. À partir de la première moitié de la décennie 70 du 19e, le monde revient à des politiques protectionnistes. Le tarif Méline en France, je ne sais pas si on parle encore du tarif Méline en classe de première, mais le tarif Méline en France a été un moment important du retour à la protection du marché économique national. Mais
depuis 1898, aux États-Unis, des gens proposaient la politique de l'open door. Alors, qu'est-ce que c'est que la politique de la porte ouverte? Bon, c'est très simple, c'est notre façon de formuler le libre-échange en y englobant les marchés coloniaux. Vous savez que les puissances européennes qui s'étaient partagé le monde par la colonisation, c'est-à-dire on paraît de tous les continents sauf le continent américain, puisque lui s'était décolonisé au début du 19e, avaient étendu à leur domaine colonial les règles protectionnistes qui caractérisaient leur territoire métropolitain. Et par conséquent, les États-Unis étaient gênés pour exporter dans ces pays européens et a fortiori dans leurs territoires coloniaux des denrées qu'ils produisaient en quantité de plus en plus importante. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne reste la première puissance économique du monde. Elle a toujours le contrôle financier de la planète, mais la première puissance industrielle du monde, ce qui n'est pas pareil, ce sont les États-Unis. L'Allemagne étant la première puissance industrielle d'Europe à cette époque. Vous imaginez donc que les États-Unis aspirent à voir s'ouvrir des marchés extérieurs de façon à pouvoir écouler assez facilement leur production. Les États européens qui ne tiennent pas à avoir des concurrents, puisqu'ils ont cette chance extraordinaire de pouvoir gérer leur marché, le refusent. La Première Guerre mondiale ne changera pas grand-chose. Les États-Unis eux-mêmes devenant hyper protecteurs, les États-Unis n'ont jamais été aussi protecteurs que dans les années 30, avec des droits de douane qui sont supérieurs à 55% ad valorem sur un certain nombre de produits. Mais les États-Unis sont dans l'entre-deux-guerres, dans cette époque où ils refusent d'assumer leur responsabilité de puissance dominante. J'espère que vous avez une vision globale assez précise des choses. La Première Guerre mondiale a propulsé les États-Unis au rang de puissance dominante, au point qu'à Versailles, ils dictent les conditions de la paix. Mais immédiatement, ils ont un réflexe de crispation qui les conduit à se dérober à la responsabilité de puissance dominante. Ils ne veulent pas en assumer les charges sans pour autant devenir isolationnistes. Contrairement à ce qu'on continue à écrire, ils n'ont jamais été isolationnistes. Mais ils refusent, je ne connais pas d'autres termes, le terme en France qui le rendent aussi bien, donc c'est un des rares mots anglais que j'utilise quand je m'exprime. Ils refusent d'exercer leur leadership. Le leader, c'est pas seulement le chef. Le chef, c'est le type qui aboie et qui donne un ordre. Le leader, il y a une dimension charismatique capable d'entraîner. Il y a une adhésion derrière ce chef. Tous les chefs n'entraînent pas forcément l'adhésion. Donc ils refusent le leadership. Mais avec beaucoup de vigilance, à peine entrés en guerre, ils ne sont même pas encore entrés dans la Seconde Guerre mondiale, qu'ils réfléchissent déjà à l'organisation du monde d'après. Et cette fois, ils vont assumer leur responsabilité internationale. Et si vous regardez les clauses, non pas des traités, puisqu'il n'y a eu aucun traité signé après 1945, sauf avec des puissances secondaires, si vous regardez les clauses qui régissent les grandes institutions internationales, en particulier le FMI, ou le GATT, qui est l'ancêtre de l'OMC, puisque l'OMC n'a pas pu être créé complètement et est resté à l'état intermédiaire du GATT, vous vous apercevez que cette fois, ils ont... C'est logique. C'est d'ailleurs une des raisons de cette petite tension qu'il y a parfois entre France et États-Unis. Nous ne supportons plus de ne plus être la puissance dominante, et nous avons la nostalgie de l'époque où nous étions à leur place, donc on leur reproche ce que nous ne manquerions pas de faire si nous étions à leur place. Ils ont réorganisé le monde conformément à leurs intérêts. Après 1945, un État ne peut dévaluer, dès lors qu'il dévalue de plus de 10%, qu'avec l'accord du FMI. On ne fait plus exactement ce qu'on veut. Et donc vous avez l'obligation de tenir compte du monde extérieur. Si la France, le gouvernement français décide des mesures qui ne plaisent pas, on ne va pas lui déclarer la guerre aujourd'hui. On ne fait plus la guerre. On va jouer contre sa monnaie. Depuis 1918, nous sommes dans un monde de capitaux flottants. Et je n'ose pas vous dire, parce que j'en suis mathématiquement incapable, trop nul dans cette discipline, de vous dire à quel exposant on en est. Ces puissances, je ne sais plus combien, par rapport à 1918. Vous jouez contre la monnaie. Vous
savez pourquoi on a accepté le plan Dawes et qu'on a quasiment renoncé aux réparations allemandes? En 1924, après la victoire du cartel, la livre sterling passe de 40 francs à 100 francs. Et on nous fait clairement comprendre qu'elle pourrait monter davantage. Or, il y a des produits que nous payons en livres sterling, à commencer par le pétrole. Et par conséquent, c'est pas négociable. Il faut sauver le franc. Donc, il faut se mettre d'accord avec les Anglais, donc avec les Allemands. Mais je ne vous raconte pas dans quelle proportion les choses ont changé en 1980. Le monde tel que les États-Unis le réorganisent en 1945, c'est encore dans l'héritage du New Deal. C'est-à-dire pour un États-Unien du socialisme. Pour un Européen, une politique sociale de centre-gauche. Hein? Mais en 1980, sous la houlette de deux dirigeants, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le monde libéral, le monde occidental, après avoir lu et relu Hayek et un certain nombre d'autres économistes, décide qu'il faut mettre un terme à cet excès de législation sociale et redonner un peu de liberté aux entreprises qui, effectivement, dans certains secteurs en Grande-Bretagne, en ont effectivement besoin. Aujourd'hui, la France n'a plus du tout la maîtrise de sa législation sociale et économique. Elle joue même un jeu extraordinairement dangereux, car elle s'est aussi engagée, et c'est probablement une des plus belles réussites de la 4ème République, dans la construction européenne, sans laquelle nous ne compterions absolument plus. Où la France devient un pays comme le Danemark, dont on ne parle plus et qui ne pèse plus dans le concert des nations, où elle a la possibilité de peser avec 27 autres, c'est-à-dire à condition de ne pas concevoir l'Europe comme une dilatation de nous-mêmes, mais ça nous conduirait beaucoup trop loin à une autre conférence, sinon nous disparaîtrons. L'Union européenne, si elle était un État, est la première puissance du monde. Éclatée en 27 États qui sont d'accord que sur quelques points, elle ne pèse que le millième, et encore, je dois être généreux, de ce qu'elle pourrait peser. Si vous y ajoutez que cette construction européenne a adopté des règles que nous avons adoptées, parfois c'est nous qui les avons proposées, nous sommes au 14e rappel à l'ordre de remise en état de nos finances publiques. Comment voulez-vous financer une politique sociale avec les économies que vous devez faire? Il ne faut pas trop rire de la situation qui caractérise la Grèce. Elle pourrait un jour nous atteindre. Car nous avons en même temps des trous béants par lesquels l'argent file. Et me semble-t-il à assez juste titre. Je ne demande surtout pas d'économie là-dessus. Le budget de la défense était provisionné pour ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures, à 400 millions d'euros. Il a explosé pour l'année dernière à 1,6 milliard, avec le Mali, puis la Centrafrique. On vient d'y ajouter la Syrie. La commission de la défense du Sénat annonce pour l'été prochain une armée française en cessation de paiement. Elle devrait pouvoir disposer de plus de 3 milliards d'euros. Où va-t-on trouver cet argent? Alors, et ce sera mon dernier point avant de vous laisser la parole, en espérant que je ne vous ai pas totalement démoralisé, l'argent, il y en a. On peut faire face à tous ces problèmes. Nous avons une épargne absolument fabuleuse. Le Japon n'a aucun problème, il a une dette qui est terrible. Le Japon n'a jamais craint de voir ses entreprises passer aux mains de capitaux étrangers. La dette japonaise et les entreprises étrangères et les entreprises japonaises appartiennent aux Japonais. Les Japonais ont confié leur argent à l'État et aux entreprises. Ils ont accepté de prendre les risques qu'on prend quand on joue à la bourse. Vous connaissez le dicton, tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Mais oui, il ne faut pas avoir besoin de son argent immédiatement. Nous, cet argent-là, il est dans les sommes colossales de l'assurance vie. Mais nous préférons l'assurance vie à des investissements boursiers ou à des investissements d'État. L'explication, elle est simple. Tous les gens qui ont souscrit, elle n'est pas unique, il y en a d'autres, mais l'élément majeur qui a cassé dans la psychologie collective française un certain nombre de choses, c'est la Première Guerre mondiale.
Rappelez-vous les grandes affiches placardées en France pendant la Première Guerre mondiale, ils donnent leur sang, donnez votre or. Les gens ont donné une partie de leur épargne pour financer la guerre. Et selon le mot de Churchill, quand la Grande-Bretagne vous empruntez une livre, elle vous rendait une livre. Quand la France vous empruntait un franc, elle vous rendait 20 centimes. Des gens qui ont donné l'équivalent d'une grosse voiture en 1914 ont eu de quoi s'acheter une bicyclette ordinaire quand on leur a rendu les emprunts d'État. Des coups comme ça qui portent atteinte à la confiance dans le crédit public, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à retourner et à renverser. Et par conséquent, cette épargne est en quelque sorte non pas stérilisée, elle sert à un certain nombre d'autres choses, elle rapporte certainement aux gens qui la possèdent et qui l'ont placée, mais elle ne sert certainement pas, autant qu'elle le pourrait, à l'économie nationale. Donc si je me résume, vous voyez qu'aujourd'hui, être de gauche et annoncer des choses, c'est être condamné à jouer dans le flou, à moins d'avoir au préalable, que ce pays ait au préalable rétabli ses finances publiques, et dans la petite surface de décision qui lui reste, parce qu'il ne l'a pas aliéné à des engagements internationaux, par des engagements internationaux, pardon, de déterminer une politique dans laquelle il pourrait effectivement financer ces mesures. Tant que nous en serons à avoir une difficulté à les financer et que nous ne tiendrons pas compte ou que nous pensons que nous pouvons nous affranchir, car souvent en plus on perd de l'argent. En n'appliquant pas la législation européenne, la France dépense tous les ans des sommes assez considérables en amendes qui lui sont infligées par les autorités européennes pour ne pas avoir tenu compte et mis en application des engagements qui devraient l'être depuis longtemps. Il y a là, si vous voulez, un ensemble de situations qui condamnent un gouvernement de gauche à apparaître comme un gouvernement de droite, car sur une promesse floue, après les promesses du Front populaire, après changer la vie, l'élection de l'actuel chef de l'État, c'était le changement, c'est maintenant. Un certain nombre de Français ont le sentiment que ce n'était pas le changement qu'ils attendaient. Mais c'était quoi le changement? Je ne vais pas vous refaire la même analyse des 1000 € à Madame Guémoya et à moi, mais on est un peu là. Boire de l'eau claire au repas ou boire du vin des communautés européennes quand vous êtes smicard, c'est un changement. Mais pour un individu qui a l'habitude de boire au moins du vin cacheté et non pas du vin des communautés européennes, en matière, je ne sais pas, d'augmentation de sa pension de retraite, il va lui falloir un changement sensiblement substantiel s'il veut passer à un cru bourgeois, par exemple. Les désirs, les besoins sont des choses éminemment relatives. Décider comme ça, sur le plan social, que vous allez changer la vie d'un individu, ça ne mange pas de pain, parce que, en fait, ça n'engage rigoureusement à rien. D'où cette impression, me semble-t-il, mais peut-être avez-vous un sentiment différent, et auquel cas c'est intéressant qu'on en parle. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui, comme quelqu'un me dit je suis de droite ou de gauche, si je le connais suffisamment, je lui dis alors sur tel point tu soutiens quel point de vue, sur tel point tu ferais quoi, parce que honnêtement, droite-gauche pour moi aujourd'hui, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Alors en espérant n'avoir pas semé la confusion dans vos esprits, je suis prêt à répondre à vos questions, car je suppose que vous n'êtes pas resté totalement indifférent. Enfin, du moins, je l'espère.